plein de gens qui n'ont pas du tout compris ce qui m'est arrivé en 2020, le switch que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai tout quitté, en gros. Hein. J'ai quitté mon job, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu. Moi, j'ai beaucoup vécu l'aventure automobile. Et donc là, c'est la nouvelle aventure mobile. Hein. Donc, il y a un bout de mot qui a disparu, c'est la voiture. L'idée, c'est vraiment de trouver une alternative à la voiture pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix. J'ai vécu l'aventure pendant plus de 10 ans de manière carbonée, avec des avions, des hélicoptères, des 4x4. Donc, ça, j'ai voulu en sortir après une très grosse prise de conscience. C'est de là que j'ai voulu réinventer mon métier, que je suis allé vers ce métier de vélo reporter. Je suis ravi de t'avoir. J'ai entendu parler de toi sur LinkedIn parce que tu as lancé une série qui s'appelle La Nouvelle Aventure Mobile, qui était propulsée par l'ADEME et que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Où on racontera un peu tout ce que tu as fait, mais l'idée de cet épisode, pour que vous puissiez comprendre, c'est de faire le tour de ton histoire, de ton parcours, de ce que tu as fait avant 2019, 2020 et ce que tu fais depuis, de parler de nouvelles mobilités, de parler de ce qui est évident, ce qui est facile là-dedans et ce qui est plus difficile au quotidien dans cette nouvelle mobilité que tu prônes et sur laquelle tu es assez exemplaire. Et donc voilà, écoute, je te laisse te présenter pour que les auditeurs sachent un peu qui t'es, a priori s'ils t'ont pas encore vu sur LinkedIn. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Jérôme Zendi, je suis vélo reporter, c'est comme ça que je qualifie mon métier. Donc le but, c'est vraiment de faire mon métier avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc c'est dans ma vie personnelle aussi évidemment, mais l'idée c'est de réaliser des vidéos sur la transition, sur celles et ceux qui entament le changement, qui amènent le changement, qui expérimentent, qui sont pionniers dans différents domaines, et donc de le faire moi-même en essayant d'avoir le moins d'impact possible. Donc typiquement, je fais mes reportages en étant à vélo, donc je fais des vélos reportages. Donc soit j'ai un vélo solaire autonome en énergie, et donc je fais ce que j'appelle des vélos reportages itinérants, c'est-à-dire que je pars plusieurs semaines pour aller couvrir plusieurs sujets. Donc je fais une sorte de tournée, ça peut être à l'échelle d'une région, ça peut être à l'échelle du pays. Où je fais des vélo-reportages à la journée, et dans ce cas-là, je me déplace, quand je dois aller assez loin de chez moi, je me déplace en train et à vélo avec un vélo électrique pliable qui est juste derrière. On l'a mis dans le fond d'écran, là. Voilà, on l'a mis sur le décor. Et donc là, qui va m'accompagner pendant un mois, puisque demain, j'entame la tournée Mais à vélo. Donc en fait, Mais à vélo, c'est 4000 événements vélo dans toute la France. Regardez, il y en a forcément près de chez vous. Donc ça permet clairement de propager cette pratique du vélo, de la faire connaître. Ça peut être dans les entreprises, les associations, les territoires. Et l'idée, c'est d'aller documenter une quinzaine d'événements sur 4000. Hein, je ne peux pas tous les faire, évidemment. Ouais. Et donc je me déplace en train et à vélo, et je vais à la rencontre des organisateurs, des participants. Et je raconte tout ça sous forme de vidéo pour finalement propager un petit peu tout ça aussi sur les réseaux et dans les médias. Ok, trop bien. Où est-ce que tu as le plus d'impact, t'as l'impression? C'est plutôt dans les médias ou plutôt sur les réseaux? Jusque-là, c'était plus dans les médias, parce que je me suis pas spécialement positionné comme influenceur. Je mets ce terme entre guillemets, il y a des gens qui le font très bien. Moi, j'avoue que j'ai une sorte de conflit intérieur toujours à devoir alimenter ces réseaux avec une mécanique qui nécessite d'être présent quotidiennement, etc. J'ai pas spécialement envie, moi personnellement, d'être dans ce mode de vie-là, ni de le prôner finalement pour les autres. Donc c'est vrai que du coup, on est pénalisé sur les réseaux sociaux, donc on a moins de couverture. Et par contre, en revanche, les projets que je mène sont généralement bien couverts par les médias, qui sont assez friands finalement de pouvoir montrer à travers une aventure, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que moi, je suis issu du milieu de l'aventure, j'ai vécu l'aventure pendant plus de 10 ans de manière carbonée, avec des avions, des hélicoptères, des 4x4, donc ça, j'ai voulu en sortir après une très grosse prise de conscience. C'est de là que j'ai voulu réinventer mon métier, que je suis allé vers ce métier de vélo reporter, que j'ai développé et que je continue de développer depuis 2020. Mais en tout cas, voilà, cette notion d'aventure décarbonée, ces nouveaux récits, on parle beaucoup des nouveaux récits, permet aux médias de s'en emparer et permet finalement à des médias de s'intéresser à des sujets sur lesquels ils ne seraient pas allés. Voilà, donc il y a des projets qui sont couverts par 110, 150 retombées médias avec pas mal de retombées nationales. Donc en fait, le but, c'est ça, c'est d'impacter positivement, d'impacter peu au niveau environnemental en le faisant, encore une fois, de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible, mais par contre d'impacter positivement et d'amener le changement, d'interroger, d'influer parfois aussi, parce que dans le réseau, à travers les projets, il y a des politiques qui vont suivre, il y a des décideurs, donc montrer qu'il y a des solutions qui fonctionnent,
ça peut permettre bien sûr d'apporter le changement. C'est ce que j'espère en tout cas, et c'est ce qui me fait me lever le matin. Alors tu me dis là, tu étais avec des hélicos, des avions, des 4x4. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et est-ce que du coup c'est une grosse claque que tu t'es pris ou c'était une dissonance cognitive que tu avais depuis un moment? Il y a eu les deux en fait. Alors pour comprendre mon histoire entre guillemets, c'est que moi je suis né dans une région où l'automobile est reine en fait, où il y a une industrie automobile qui est PSA, maintenant Stellantis, juste à côté d'où j'habite. Donc avoir une voiture c'est normal, c'est la réussite, etc. Et depuis que je suis gamin en fait, moi la voiture est partout. Bon, comme tout le monde, j'ai été transporté. Bon, en tout cas comme beaucoup de gens pour l'instant, j'ai été transporté par mes parents en voiture. Je jouais avec des petites voitures, j'avais une bonne note à l'école, j'avais une petite voiture. Avec mon père, le samedi, on regardait Turbo. Je connaissais tous les noms des voitures par cœur. Je regardais, je rêvais devant les images du Paris-Dakar. Moi, ça me faisait rêver, ces héros qui traversaient le désert dans des images, dans des paysages fabuleux. Et donc ensuite, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une école de commerce et je veux passer les détails, mais en fait, je me suis retrouvé à travailler sur du rallye automobile dans le désert marocain. Et donc là, pour moi, ça a été une révélation parce que l'aventure, voilà, à 22, 23 ans, faire des rallyes, être dans des 4x4, effectivement, des hélicoptères, etc., au-dessus des dunes, c'est magique, c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Non, c'est clair. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. J'ai eu des belles années, sauf qu'effectivement, plus le temps passait, plus j'avais une dissonance cognitive, plus je me renseignais, je me documentais. Je ne pouvais pas dire que je n'étais pas au courant ou conscient du changement climatique, mais forcément, c'était plus facile de ne pas le voir et de continuer à construire ma carrière, de continuer à construire ma vie. C'est aussi les premières années où je commençais à bien gagner ma vie. Donc, on achète une maison, on prend un crédit, on achète une nouvelle voiture. Donc, on est dans cette espèce de schéma, ou en tout cas, moi, j'y étais, dans cette construction de la réussite qui était finalement pas la mienne, mais qui était celle qu'on attendait de moi, en fait. Et donc, en plus, ça me rendait pas spécialement heureux, tout ça. Voilà. Et donc, voilà, j'ai eu plusieurs années comme ça. Et puis, en 2019, je suis parti en Auvergne me mettre au vert. Voilà, on a tous des images de l'Auvergne, des volcans tout verts, de la végétation, etc. Sauf qu'en juillet 2019, c'était pas du tout vert, c'était très sec. Je discute avec des éleveurs obligés de vendre une partie de leur bétail faute de production autofourragère suffisante, donc pas assez d'herbe pour nourrir tout leur bétail. Et je traverse un village ravitaillé par des camions-citernes d'eau en Auvergne en 2019. Donc moi, je prends une claque énorme. Et non seulement je prends une claque en me disant bah, le réchauffement climatique, il est déjà là, en fait. En plus, il est dans des régions où on l'attend pas du tout. L'Auvergne, on l'imagine pas du tout. Et en plus, personne n'en parle. Donc maintenant, ça choque moins parce que malheureusement, ça devient la norme et malheureusement, les sécheresses s'enchaînent et malheureusement, il y a de plus en plus de villages ravitaillés par des camions-citernes d'eau. Je crois que c'était plus de 1000 l'an dernier et l'été dernier. Mais moi, en 2019, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en parle pas, en fait? Donc là, je creuse, j'ouvre une boîte de Pandore, je découvre tous les médias indépendants qui traitent de l'environnement, comme le média Reporter, qui fait un travail extraordinaire, et d'autres. Et donc là, je me rends compte de nos impacts, de mes impacts, que j'avais sans même le savoir, en fait. Je me souviens, c'est anecdotique, hein, mais je me souviens, moi j'achetais le paquet rouge, là, Emmental, depuis que je suis gamin, mes parents achètent ça. Forcément adulte, j'achetais ça sans me poser aucune question, ni sur la façon dont sont élevés ces animaux, ni dans la façon dont sont stockés ces produits, sans même parler des scannants qui ont un impact pour notre santé, ni de comment est recyclé le bout de plastique qui finalement finit dans les mains d'Hugo Clément parce que on exportait nos déchets en Asie, en fait. Et donc ça mène une série de claques, en fait, hein. Il y a eu plusieurs événements. Et donc j'ai eu 6 mois d'éco-anxiété, clairement, hein. Vraiment, je me disais, mais en fait, moi, tout ce que je fais, c'est mauvais, quoi. J'avais une maison, j'avais une piscine, je consommais, j'avais une moto, tout était basé sur de l'énergie carbonée. Les week-ends en avion, c'était pas un problème pour moi, c'était normal. La consommation, c'était normal. Tu vois, comment est-ce que tu fais Parce que là, j'imagine que quand tu vas en Auvergne, que quand tu rencontres ces personnes, tu as déjà un truc qui est un peu ancré. Complètement. Mais souvent, nous, quand on dit comment est-ce qu'on fait pour sortir de la bulle, typiquement, un milieu de rallye raid dans le désert, c'est pas du tout un endroit où on se dit on va réussir à aller toucher des gens. Toi, qu'est-ce qui était ta porte d'entrée quand tu étais à cet endroit pour être un peu conscient? Bah, je pense que c'était de me documenter malgré tout. C'est-à-dire que je suivais quand même l'actualité, je regardais des reportages sur Arte, donc voilà, et forcément j'en entendais parler, mais c'était lointain en fait. C'est vrai
Là, il y a une remise en question des médias qui le traitent différemment, mais il y a toujours cette notion de, voilà, du 1er janvier 2050, etc. Sauf que ça va pas commencer le 1er janvier 2050. Mais c'était lointain. Et tant que j'y avais pas été confronté, c'est vrai que ça restait quelque chose de théorique et j'étais parti dans ma direction. Et c'est très dur, en fait, de tout remettre en question. Parce qu'en fait, moi, mon fonctionnement, mon logiciel interne était basé sur ça. C'est-à-dire que c'était faire des rallyes. Voilà, je mettais mon énergie là-dedans, je mettais, si j'ose dire, mon intelligence là-dedans. Ce pourquoi j'avais été formé, je mettais tout là-dedans, en fait. Et donc, mon réseau était basé là-dessus. Mes amis venaient de ce milieu-là. Donc, si tu veux, t'es vraiment t'es sur des rails, en fait. Voilà. T'es sur des rails et c'est très difficile de pouvoir en sortir. En tout cas, moi, ça a été difficile, c'est sûr. Ça t'a coupé des gens de ton réseau, tu t'es fermé des portes. Complètement, ouais, bien sûr. Il y a des gens. Alors, ce qui est assez rigolo, si j'ose dire, c'est que, ou en tout cas, ce qui est intéressant à observer, c'est que il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. D'ailleurs, entre guillemets, j'ai perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. Mais après, finalement, j'en ai découvert plein d'autres. Donc, il y a pas de sujet de ce côté-là. C'est juste que, évidemment, c'est une transition à effectuer. Et puis, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ma vie. C'est des gens qui doivent presque en faire un deuil, j'imagine. Exactement. Et finalement, ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout compris ce qui m'est arrivé en 2020, le switch que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai tout quitté, en gros. J'ai quitté mon job, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu. La moto, la maison, la piscine. Le SUV, j'avais un SUV, tu vois. Aujourd'hui, je tape sur les SUV, mais voilà, tout ça, c'était plus possible. Donc, je suis vraiment reparti à zéro. J'ai eu une phase encore carbonée, puisque j'ai vécu dans un van, si tu veux, pour me conditionner à vivre avec peu, à plus être dans l'avoir, mais dans l'être. Et à apprendre finalement à ne plus acheter, à ne plus consommer, parce que moi je consommais beaucoup. Il y a bien pire que moi, hein, mais je consommais quand même beaucoup. Pour sortir de ça, je me suis dit tu vas faire une sorte de retraite, voilà. Donc j'ai vécu dans un van quelques mois, et donc voilà, je me suis aussi moi-même finalement coupé de plein de monde. Mais effectivement, les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Et ce qui est assez intéressant à observer, c'est que il y a pas mal de monde qui revient vers moi aujourd'hui, parce que eux-mêmes entre-temps ont fait un chemin. Se sont ouverts, se sont rendus compte que oui, avoir une maison toujours plus grosse, c'était pas forcément un but dans la vie, que d'avoir toujours plus de crédit, toujours plus de rentrer toujours plus d'argent, c'était pas forcément la bonne voie pour avoir une vie saine et aussi heureuse. Et donc voilà, il y a pas mal de mon ancien réseau qui revient et ça me fait plaisir. Et bien sûr, je les accueille avec bon cœur et je suis heureux de retrouver tous ces gens-là. Tu vois. Tu faisais du reportage à l'époque déjà ou t'as complètement changé ça aussi? Alors, j'avais deux volets dans mon métier. Il y avait plus un volet organisationnel, marketing commercial. Donc, c'était en gros organiser et développer des rallye raids sur le plan, pour parler marketing B2B, donc plus travailler avec des marques pour du sponsoring, et sur le B2C avec des équipes qui recrutaient en fait pour faire grandir les rallyes, avoir plus de participants. Voilà. Donc, ça, c'était un volet. Et l'autre volet, sur certains rallyes, j'étais dans l'audiovisuel, donc j'étais déjà reporter, plus sur l'éditorial et la présentation, en fait, mener des interviews, etc. Donc je travaillais avec des monteurs, des réalisateurs, il y avait beaucoup de moyens dans les rallyes raids, c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui. Sur mes projets, j'ai dû revoir la voilure, une sorte de décroissance, mais qui est super intéressante, du coup aussi à observer. Mais voilà, donc ça m'a permis en tout cas d'apprendre, d'être au contact de professionnels du monde de la télé, et de m'immerger clairement dans une production vidéo, quoi. Et clairement, aujourd'hui, ce que j'utilise au quotidien dans mes projets, il y a énormément de choses, bien sûr, de compétences qui viennent de cette expérience du rallye automobile. L'organisation, la communication, la stratégie et la réalisation vidéo, c'est des choses que j'ai appris sur des rallyes. Comment est-ce que tu as créé ta nouvelle offre, enfin ton nouveau métier? Comment est-ce que tu as fini par te dire, ok, c'est ça que je vais faire? C'est une très bonne question. En fait, au départ, je voulais pas créer une offre. En fait, au départ, je voulais surtout que tout colle, que j'aligne finalement ma pensée, ma parole et mes actes, quoi. En fait, c'était vraiment mon objectif. Donc déjà, le premier sujet, c'était, on parle de l'ikigai, je crois. C'est le pilier. Voilà, c'était trouver des piliers. Alors, je voulais pas tout réapprendre. Tu vois, j'ai pensé au maraîchage, par exemple. Et ça nécessitait tellement de changements, j'y reviendrai peut-être un jour, hein, mais c'était trop loin pour moi. Donc j'ai déjà utilisé ce que je savais faire, communiquer et réaliser des vidéos et des films, des reportages.
Et je me suis dit, bah ça, tu vas le faire. Déjà, le fond, tu vas le traiter différemment. Donc, tu vas arrêter d'aller couvrir des événements qui sont finalement consommateurs d'énormément de ressources pour le plaisir seulement de quelques-uns. Tu vas t'intéresser à ce qui peut amener au bien commun et ce qui peut servir au plus grand nombre. Et deuxièmement, tu vas le faire de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible. Voilà, de la manière la plus bas carbone notamment. Et donc, j'ai cherché un outil. Et très rapidement, je me suis rendu compte que le faire à pied, c'était quand même compliqué, un peu long. Donc, je suis arrivé sur le vélo. Là, à ce moment-là, je faisais pas du tout de vélo. Donc, la réalité m'a très vite rappelé au vélo assistance électrique. Ouais. Et surtout que le but, c'est pas que de faire un voyage à vélo, c'est de faire mon métier à vélo. Donc, je fais des déplacements en étant à vélo. Donc, il faut de l'énergie pour transporter ses affaires et du matériel vidéo de production. Et il faut aussi de l'énergie pour faire son métier, en fait. Donc, je suis parti sur cet outil-là. Et après, j'ai réfléchi à un projet. Et moi qui a toujours été poussé à voyager, on est poussé à voyager le plus loin possible. C'est en train de changer grâce à des gens comme Benjamin Martini avec Ourail, par exemple. Ouais. Et il y en a plein d'autres. Un super épisode de The Big Shift avec Benjamin d'ailleurs. Ah, je l'ai pas écouté, mais je l'écouterai, promis. mais moi, ce que j'ai connu, c'est qu'il fallait aller loin. Voilà, il fallait prendre l'avion. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les émissions de voyage, ça passe par les magazines de voyage, ça passe par les études. Tu vois, moi, mon école de commerce, il fallait faire un séjour à l'étranger et le plus loin possible. Tu vois. Bref, et donc j'ai voulu déconstruire tout ça. Et moi qui avais l'habitude de prendre l'avion, d'aller au bout du monde, de faire des aventures au Canada, au Brésil ou au Maroc, par exemple, bah, je me suis dit, tu vas apprendre à voyager différemment. Tu vas vivre une aventure en étant autour de chez toi. Et donc, mon premier projet s'appelle 100 km autour d'Avignon. Avignon étant la ville où j'habitais. Et donc, je suis parti avec un vélo, qui est un vélo un peu particulier, qui est un vélo solaire, parce que j'ai voulu aussi jouer le côté autonomie au maximum. Donc, c'est un vélo qui a un tandem transformé, où à la place du siège à l'avant, il y a un panneau solaire de 110 watts. Et donc, ça permet de rendre le vélo autonome, bien sûr, avec certaines conditions. C'est pas non plus miraculeux, mais en tout cas, quand il y a du soleil, je peux faire 80 km sans recharger. Donc, pour moi, c'est miraculeux. Je trouve ça absolument génial. T'es un peu bricoleur ou Pas du tout. Non. Donc ça veut dire que c'est assez facile ou tu t'es fait aider? Alors j'ai eu l'intuition de faire ça en fait, mais j'y connaissais rien. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient. Okay. Et c'était une rencontre déterminante, Guillaume Deveau, qui est basé à Istres, à côté de Marseille, et qui électrifie des vélos pour le voyage et qui les rend, si on veut, autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires. Donc je lui ai parlé de mon projet, il a tout de suite embarqué. Et finalement, ça, c'est très important. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette réflexion, moi, je suis contacté par pas mal de gens qui me disent, voilà, bah, c'est génial ce que tu fais, j'aimerais le faire aussi, ou j'ai un projet autour des fermes, ou j'aimerais changer. Et je pense qu'il faut pas hésiter à faire ce saut dans le vide. Je dis pas que c'est facile, hein. Attention, il y a plein de moments de doute, et j'ai encore des doutes aujourd'hui, c'est normal. Mais en tout cas, il y a eu plein de belles rencontres déterminantes. Il y a des gens qui m'ont tendu la main parce qu'ils ont tout de suite compris où je voulais aller. Ils ont compris ce que je voulais faire et ils ont voulu soutenir ces projets-là. En fait, Guillaume Deveau en fait partie, il y en a d'autres. Mais voilà, donc il m'a fait ce vélo et donc je suis parti à l'été 2020. J'ai embarqué un ami réalisateur qui faisait des rallyes avec moi, avec qui j'ai débuté justement dans l'audiovisuel. Okay. Je l'ai mis sur un vélo assistance électrique parce que dès le départ, j'ai voulu aller vers l'exemplarité. Il m'a suivi. On est partis tous les deux et on s'est dit, voilà, on se fait plaisir, on vit ce voyage, on voit ce que ça donne, on réalise une dizaine d'épisodes. Je voulais mettre du sens aussi, donc je me suis dit, tiens, je vais découvrir cette région qui est la mienne, que je connais pas du tout en fait. Et je vais partir à la rencontre des producteurs locaux, puisque 100 km autour, c'est aussi le circuit court. Et donc je suis parti à la rencontre d'une dizaine de producteurs locaux. Et le constat, qui est absolument magique, c'est qu'au bout de 3 jours, je me souviens, on était avec Bertrand, on arrivait sur la Camargue, et on se regarde et on se dit mais c'est dingue, on a les mêmes sensations sur un rallye en fait. C'est vrai. Mais c'était magique. En plus la Camargue, c'est vrai que ça s'y prête bien parce que c'est des grands espaces. Il y a personne. Mais voilà, parce que t'as le vélo qui t'amène ça, t'as une forme de connexion au présent qui est ultra forte, t'as ce bonheur du vélo. Moi, je redécouvrais le vélo. Je fais beaucoup de vélo jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Après, j'ai eu l'âge de la conduite accompagnée, et puis après, l'énergie fossile m'a rattrapé, et puis j'ai une voiture et fini le vélo. Mais ça a été une révélation en fait, de remonter sur un vélo. Ça a été une révélation de se rendre compte qu'on peut vivre des trucs de dingue avec très peu, qu'on n'a pas besoin de cramer des tonnes de CO2 et d'aller je ne sais où. Ça a été une révélation de me rendre compte que c'est pas la peine d'aller voir des riziculteurs à Bali tant qu'on n'a pas rencontré nos riziculteurs qui sont en Camargue et qui ont plein de choses à nous apprendre en fait. Par exemple. Et voilà, et donc effectivement, après ces 10 jours, je me suis dit,
Oui, c'est ça que je veux faire. Et tu l'as convaincu ou pas? Il a quitté le rallye raid ou pas? Bertrand, il a quitté le rallye raid. Aussi, Il n'est ouais. pas parti dans la transition écologique. Il fait beaucoup de reportages sur de la musique, notamment. C'est plus son truc à lui. Mais en tout cas, il a adoré. D'ailleurs, on a refait un projet ensuite ensemble, donc 100 km autour d'Avignon. Ensuite, j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai démarché des régions. Donc là, c'est pareil, je découvrais tout, hein, les territoires, etc. Moi, je croyais naïvement que j'allais aller voir une ville, puisque ça s'appelait 100 km autour. J'allais voir Paris, voilà, et qu'on allait faire 100 km autour de Paris, que j'allais avoir un financement pour le faire. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, par contre, voilà, ma région natale, l'Alsace, a accueilli le projet avec différents partenaires, différents territoires. Et donc, on a pu faire 100 km autour de Strasbourg avec une équipe. Et donc là, c'était un projet financé, mon premier projet financé, donc de vélo reportage, avec la production de 20 épisodes de 8 minutes. Diffusé sur les réseaux sociaux et sur une chaîne régionale qui est BFM Alsace. Voilà. C'était en 2021. Voilà. Et donc ça a été le point de départ de ta nouvelle activité. C'est ça. Tu t'es dit, ah tiens, en fait, je pourrais peut-être en vivre. Ouais, complètement. En tout cas, l'idée, c'était d'en vivre. Sous quelle forme? Est-ce que c'était sous forme de partenariat? Est-ce que c'était sous forme de... Ça aurait pu être du financement participatif aussi. Ça aurait pu être un média qui achète le contenu. Pourquoi pas aussi. Mais oui, en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Donc après, il y a eu d'autres projets que j'ai menés, certains projets qui m'ont rémunéré, d'autres que j'ai fait sans rémunération parce que je voulais les faire. Je dirais qu'il y a aussi un équilibre qui arrive. Là, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans cette nouvelle activité. Au début, j'étais prêt à tout parce que j'étais tellement animé par la volonté de changement, une soif de découverte. En fait, moi, je redécouvrais tout. Je me souviens d'une rencontre marquante avec une maraîchère qui est devenue une amie depuis, qui s'appelle Lynn Schurer, qui est en Alsace, qui est maraîchère sur sol vivant. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un sol vivant? Non, moi je sais pas. Bah écoute, moi en 2020 je savais pas non plus, mais c'était une révélation. Quand on observe les champs, par exemple, tous les champs, dès qu'on laboure, il y a 80% des organismes qui sont dans la terre qui meurent, en fait. Et plus les champs sont travaillés, plus on vient les nourrir d'intrants chimiques et aussi de traitements phytosanitaires, de pesticides, etc., plus on tue la vie des sols. Je t'ai dit, je sais pas, mais je vais faire tuer parce qu'on enregistrait un épisode avec la FEV sur l'agriculture biologique il y a alors 1 mois. D'accord. Du coup, évidemment, ça fait partie de l'épisode. Ok. En tout cas, ça mérite on devrait tous savoir ça. Et en fait, on devrait tous le savoir dès l'école primaire, en fait. Ouais. Et voilà, donc Lynn, elle a 1 hectare de maraîchage et elle fait pousser des légumes qui sont excellents, qui sont beaux. Elle les fait pousser sans énergie carbone, puisqu'elle n'a pas de tracteur, etc. Et sans aucun intrant, c'est que du bio, et surtout en travaillant le moins possible le sol. Et en fait, au bout de 3 ans, son sol est tellement riche, il est tellement fertile, que la production est excellente, en fait. Et donc voilà, donc quand tu vois Lynn d'un côté qui a ses légumes avec une variété qui est extraordinaire, avec des serres qui sont remplies, c'est beau. Et de l'autre côté, tu vois un champ qui est nu une partie de l'année et qui va être recouvert de maïs le reste de l'année, maïs qui va même pas servir en France, qui va être exporté, ou qui va servir à nourrir du bétail, ou qui va servir à faire de la chimie. Voilà, tu comprends qu'il y a 2 mondes qui s'opposent complètement, enfin en tout cas 2 mondes qui sont très différents. Et justement, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas qu'on les oppose, il faut qu'on cherche à les accorder, parce que c'est comme ça que le changement peut s'opérer. Et peut-être que Lynn va réussir à convaincre un jour l'agriculteur qui est à côté de chez elle, continue le maïs parce que tu vas pas en sortir comme ça, parce que tu as des crédits, parce que tu as acheté des tracteurs, parce que tout est basé là-dessus, mais peut-être que voilà, tu vas pouvoir planter des arbres, diversifier. Peut-être qu'un jour tu feras plus de maïs, mais tu feras peut-être des légumineuses, et ce qui permettra de... Voilà. T'arrives à lier ces 2 mondes, toi, du coup, avec tes reportages? C'est ton objectif un peu ou... Alors ça dépend. Je t'avoue qu'au début, mes premiers reportages étaient dans une sorte de... Enfin, en tout cas, les premiers choix de reportage étaient dans une sorte de recherche de l'idéal, tu vois. Ça existe, sauf que c'est finalement c'est très rare pour l'instant. Et surtout, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir répliquer du jour au lendemain. En fait, il y a un existant qui est là, il faut qu'on fasse avec, et il faut qu'on transforme cet existant. Si toutefois on veut respecter les limites planétaires et puis avoir un avenir, tout simplement, il s'agit de ça, du vivant et dont on fait partie. Et puis plus le temps passe, plus sur mes projets, au contraire, j'essaie d'ouvrir
les choses et d'aller voir des acteurs qui entament une transition. Et c'est par les projets que j'ai découvert ça. Tu vois, je peux te citer un projet. J'ai fait un tour de la région sud de parc naturel régional en parc naturel régional pour documenter des solutions d'adaptation face au changement climatique, des solutions de changement. C'était un projet passionnant. J'ai rencontré des experts de la forêt, de la biodiversité, de l'énergie. Et il y a un projet qui s'appelle le projet Regain, qui est sur le plateau de Valençol. Le plateau de Valençol, c'est, tu sais, les fameux champs de lavande où vont les Instagrammeuses. Donc en fait, ces champs de lavande sont peut-être beaux graphiquement, mais c'est une catastrophe écologique. Hein. C'est une catastrophe pour le vivant parce que ça veut dire que c'est traité, ça veut dire que ces traitements ils vont dans la nappe phréatique. Et aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui habitent sur le plateau de Valençol ne boivent pas l'eau de la nappe parce qu'elle n'est plus consommable. C'est le canal de Provence qui permet aux gens qui habitent là-bas de boire de l'eau. Tu vois, donc encore des choses qui sont quand même dramatiques. Mais en tout cas, sur ce plateau de Valençol, il y a des gens qui sont en agroécologie, donc avec du couvert végétal, avec la plantation d'amandiers, ce qui était le cas en fait il y a 50-60 ans. Après, on a tout rasé pour le remembrement. Mais en tout cas, ça crée des complémentarités avec des animaux pour du pastoralisme, ce qui alimente aussi les sols et les fertilise. Et donc, au lieu de les opposer, le projet Regain, il les rassemble. Et avec le travail d'un podologue qui vient analyser la qualité du sol, encore une fois, on repart du sol. Un podologue ? Un podologue, c'est quelqu'un qui est un spécialiste du sol, justement. On parlait de la vie des sols et d'un sol vivant. Donc, lui, il va analyser le sol en gros, il a mené une étude sur plein de sols différents, en fonction de plein de traitements différents. Évidemment, il a pu prouver que le sol en agroécologie est un sol très riche. Donc, c'est le patrimoine de l'agriculture, finalement, de l'agriculteur, et montrer que le sol qui est le plus traité est le sol le plus pauvre, qui va aussi, mince, quand la terre s'en va, excuse-moi, je perds le mot, qui va... s'éroder. S'éroder, exactement, avec de la perte de la terre, quoi, tout simplement. Voilà, donc il a prouvé tout ça, et comme les agriculteurs se sont fédérés autour de cette recherche de solutions pour s'adapter au changement climatique, bah, tu as des agriculteurs aujourd'hui qui étaient 100% conventionnels et qui voulaient pas entendre parler d'autre chose que de ça, qui commencent à planter du couvert végétal, qui commencent à réduire les traitements, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que... Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas opposer, qu'il fallait chercher vraiment, enfin, quand les aberrations, il faut le dire clairement, mais qu'il fallait chercher à créer des passerelles. Et je trouve ce projet vraiment exemplaire parce que le conventionnel, au lieu de lui reprocher ses techniques de production, on l'amène au changement en lui montrant que finalement, il peut continuer son activité, qu'il peut continuer à vivre, hein, parce que tout le monde a besoin de vivre et de manger, et qu'il peut le faire avec moins d'impact sur l'environnement. Voilà. Et en fait, c'est ça que je trouve assez magique. Et sur la nouvelle aventure mobile, c'était un peu pareil. Donc, on va sans doute en parler, mais voilà, c'était aussi d'aller voir des industriels qui amènent le changement, en fait. Ouais, donc toi, t'as eu deux gros... tiens, je te laisse prendre un peu de tisane parce que je te fais parler depuis tout à l'heure, t'as pas eu le temps. Mais effectivement, tu as eu deux gros sujets qui sont, un, du coup, l'agriculture, qui était ton sujet, celui qui t'a fait prendre conscience quand tu étais en Auvergne, notamment. Donc, c'est peut-être pas pour ça aussi que tu as commencé par ça. Puis le deuxième, c'est la mobilité, notamment pour le fait que tu es à vélo. Et du coup, tu as eu des projets qui se sont axés autour de ces deux gros sujets-là. C'est les deux sujets sur lesquels je suis le plus actif, l'agriculture et effectivement la mobilité, les différentes formes de mobilité durable. Ouais. Après, je suis allé aussi travailler sur d'autres sujets comme les déchets, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a tellement à faire dans différents domaines. Et oui. qu'à un moment donné, faut choisir ses combats. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai vraiment deux orientations, c'est agriculture et mobilité, avec de plus en plus de projets quand même qui sont sur la mobilité parce que c'est comme ça qu'on m'a un petit peu connu par le vélo reportage, par cette activité de vélo reporter. Et donc voilà, j'ai de plus en plus de projets dans ce sens-là, en tout cas, pour l'instant. Donc la nouvelle aventure mobile, c'est comme ça que je t'ai connu, moi, notamment par LinkedIn. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que véhicule intermédiaire, je connaissais pas. Donc véhicule intermédiaire, c'est des véhicules de faible taille, donc qui sont plus petits que des voitures, qui sont souvent plus gros que des vélos et qui permettent d'avoir plus de transport, d'être un peu plus protégés des intempéries notamment. Et tu as fait un tour de France de toutes ces innovations. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient entrepris, qui avaient lancé des activités de production de ce genre de véhicules. Alors ça reste évidemment à des échelles qui sont industrielles mais faibles. Enfin, c'est pas pour l'export, quoi. Pour l'instant. Mais c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, il y a des gens qui construisent ça à une échelle industrielle. C'est non seulement intéressant, c'est surtout, je trouve, porteur de beaucoup d'espoir, en fait. Parce que donc ce projet, en fait, la nouvelle aventure mobile,
Donc je t'ai raconté mon histoire tout à l'heure. Donc moi j'ai beaucoup vécu l'aventure automobile. Ouais. Et donc là c'est la nouvelle aventure mobile. Donc il y a un bout de mot qui a disparu, c'est la voiture. L'idée c'est vraiment de trouver une alternative à la voiture pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix en fait. Donc notamment en zone périurbaine et rurale. Et donc effectivement ce sont des véhicules qui ont des dénominateurs communs. Ils sont légers, peu de matière, low-tech. Des batteries, parce qu'il y a un enjeu énorme sur les batteries, des batteries beaucoup plus petites que les voitures électriques telles qu'on nous les propose aujourd'hui, de jusqu'à 30 fois moins, tu vois, donc c'est vraiment énorme, et qui permettent quand même de se déplacer, voilà, de faire ses trajets du quotidien, d'aller travailler, faire ses courses, faire ses loisirs, d'emmener les enfants à l'école, etc. Et donc il y a plein de typologies d'acteurs différents dans ce projet. Je suis allé voir à la fois des citoyens qui se sont construits eux-mêmes leurs propres véhicules intermédiaires. Je suis allé voir des entrepreneurs, tu vois, qui sont en train de créer des prototypes pour ensuite les industrialiser. Je suis allé voir des écoles d'ingénieurs et de designers automobiles qui travaillent sur ces sujets-là, qui l'intègrent dans leur programme, et aussi des équipementiers automobiles, et ça c'est très drôle. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, l'industrie automobile observe beaucoup, en tout cas les industriels, entre guillemets, les fleurons nationaux, ceux qui produisent des voitures qui aujourd'hui sont peu produites en France, hein, mais viennent d'un circuit mondial énorme. Mais en tout cas, les équipementiers automobiles, aussi poussés par le fait qu'en 2035, il y a l'arrêt du moteur thermique. Et donc, ils cherchent de nouveaux débouchés. Ils cherchent aussi, pour certains, à aller vers un shift en entreprise. Et donc, certains se sont dit, on va construire la 2 chevaux du 21e siècle, c'est-à-dire une voiture qui est légère, fonctionnelle, qui a une très petite batterie qui est réparable. Et c'est pas une voiture, c'est un véhicule intermédiaire. Mais ça y ressemble, en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as vu comme innovation, des trucs où tu t'attendais pas, ou globalement, c'est assez simple. C'est quoi? Parce que, ce que je voyais, moi, c'est que c'est essentiellement des roues qui ressemblent plutôt à des roues de vélo, mais sur une structure qui ressemble plutôt à une petite voiture. Est-ce qu'il y a plein de formats différents, ou est-ce que c'est quand même... Il y a énormément de formes différentes. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, le véhicule intermédiaire, c'est pile entre le vélo assistance électrique et la voiture électrique. C'est vrai qu'il n'y avait rien entre les deux, donc c'est un chaînon manquant. Et donc, tu as des véhicules intermédiaires qui vont ressembler plus à un vélo. Voilà, typiquement, ce que j'avais. Donc, ce que j'avais, par exemple, c'est un quadricycle. Donc, c'est un vélo à 4 roues qui fait 120 kg. Alors, ce que tu avais quand tu as fait les 3000 km voilà, pour faire ton tour. Exactement. Okay. Ce avec quoi j'ai fait le Tour de France. Parce que l'idée de ce projet, c'était d'expérimenter en même temps, de montrer que c'est possible, qui peut le plus, peut le moins. Et puis de créer un petit peu un nouvel imaginaire en espérant que moi j'ai rêvé du Paris-Dakar et j'ai travaillé dans le milieu du rallye raid. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des gamins qui ont vu ça, qui demain travailleront dans le véhicule intermédiaire ou seront à vélo. En tout cas, l'idée c'était de commencer à créer ce nouvel imaginaire, de le tester, de montrer que c'est possible, de le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc évidemment le véhicule intermédiaire le permettait. Et donc effectivement il y a un constructeur de véhicules intermédiaires qui est un pionnier, qui est vraiment en train de tout réinventer. Qui a mis à disposition 2 prototypes. Donc ça s'appelle un Sorean. La marque c'est QBX. Et donc ce modèle-là, quadricycle, 45 km à l'heure, 80 km d'autonomie pour transporter 1 à 2 personnes en étant à l'abri du froid et de la pluie puisqu'on est protégé par une carrosserie qui est en fibre de lin. Et donc c'est un véhicule qui est low-tech, qui est facilement réparable avec beaucoup de technologies qui viennent du vélo. On peut changer les pneus soi-même, on peut changer les plaquettes soi-même, qui consomme très peu. Avec 1 euro d'électricité, je peux faire 150 km. On peut faire 1000 km pour 7 euros d'électricité. Donc on sait que le coût d'énergie va pas arrêter d'augmenter. Donc forcément, c'est une donnée à prendre en compte. Et qui permet encore une fois de faire des trajets jusqu'à 30, 40, 50 km aller-retour par jour. Il sera muni d'un panneau solaire aussi à terme. Donc ça augmentera l'autonomie. Ça pourra aussi le rendre même autonome sur des petits trajets. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est de voir que cette solution, elle existe et qu'elle est concrète et qu'elle sera accessible demain pour beaucoup de gens. Et qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça qui m'a donné beaucoup d'espoir finalement, c'est de se rendre compte en faisant ce Tour de France qu'il y a énormément de gens qui attendent des solutions. Et ça, c'est magique parce que les gens voyaient ce véhicule qu'ils ne connaissaient pas. Ils s'interrogent, c'est quoi exactement? Donc moi, je leur expliquais ce que je viens de te dire. Tu le faisais tester un peu? Je l'ai fait tester quelques fois. Après, il y avait un tournage derrière, donc c'était pas évident, mais je l'ai fait tester quelques fois. Mais en tout cas, la réaction des gens, mais ça, ils se projetaient très facilement, quoi. Il y en a qui clairement utiliser ça tous les jours. De quoi? Je pourrais utiliser ça tous les jours. Ouais, complètement. Ça me suffirait largement pour faire mes 20 km aller-retour. Je peux pas faire de vélo parce qu'il y a 800 mètres de dénivelé, et qu'il y a une nationale et pour l'instant il n'y a pas de piste cyclable et que je dois déposer mes enfants à l'école et que ça colle pas.
Et donc là, clairement, c'est une solution. Voilà. Donc c'est aussi une solution qui est non seulement environnementale, mais aussi sociale, pour deux raisons. C'est que c'est des véhicules qui sont fabriqués en France, avec un maximum de pièces qui viennent de France et d'Europe. Donc en tout cas, le véhicule intermédiaire tel on l'a défini aujourd'hui, en fait, ces véhicules sont soutenus par l'ADEME via un programme qui s'appelle l'Extrême Défi. C'est un cahier des charges qui vise à faire 10 fois mieux que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. 10 fois plus léger, 10 fois moins consommateur d'énergie, 10 fois plus recyclable, 10 fois plus durable, etc. Une voiture, il faut savoir qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une voiture qu'on produit avec des ressources, de l'énergie, etc., avec du charbon, parce que beaucoup de voitures électriques sont fabriquées en Chine, la durée de vie moyenne, c'est 13 ans. Hein. Pensez pas moins, parce que les batteries sont pas réparables. Il y a Tesla, par exemple, là, il y a même des loueurs de voitures qui sont en train de vendre les Tesla, parce que les Tesla sont tellement peu réparables, c'est de l'obsolescence programmée sur les voitures, en fait. Et donc, le véhicule intermédiaire, le but, c'est de faire de la pérennité programmée. Et donc, de faire en sorte que ce soit des véhicules qui deviennent même un patrimoine, comme la 2 chevaux. La 2 chevaux, elle existe encore, on en voit, parce que c'est devenu un patrimoine, en fait. Et l'idée du véhicule intermédiaire, c'est ça, c'est de retrouver une valeur dans l'objet, de la fonctionnalité simple, low-tech, utilisable, et comme je le disais, aussi de permettre de trouver une solution pour les gens, parce que la voiture, aujourd'hui, est un énorme problème pour beaucoup de gens. C'est plus le rêve de liberté, comme ça a pu l'être le cas, et ça nous a libérés, faut le dire, sur un certain nombre d'années. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dépendants de leur voiture. Qu'une voiture, ça coûte 500 € par mois en moyenne, quand on compte la décote, le carburant, l'assurance, l'entretien, etc. Qu'il y a 13 millions de personnes en France qui sont en précarité mobilité. La mobilité, c'est aussi l'accès à l'emploi, à la santé, aux services, à la culture. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions, parce que on sait que sur le vélo, par exemple, on pourra faire x10 en France. Hein. On a aujourd'hui 3 à 4% des déplacements qui sont à vélo. L'exemple européen, c'est les Pays-Bas. Ils sont à 30-35%, donc on peut faire x10. Ça veut dire qu'il faut d'abord rattraper notre retard sur les infrastructures cyclables. Évidemment, à Paris, le vélo a dépassé la voiture. Exactement, j'allais y venir. Là, c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve qu'en quelques années seulement, et quand même chapeau bas aux gens qui sont derrière cette transformation du territoire. Il faut du courage politique. Ça allait très très vite. Ça allait très très vite, et aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, il faut laisser personne de côté. Et il faut des solutions pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas de pistes cyclables, qui sont dépendants des transports en commun ou de la voiture. Il faut leur amener ces solutions-là. Et donc le véhicule intermédiaire peut en faire partie. Et localement, alors, tu vois, à côté de cet atelier, alors je ne sais pas si c'est que du prototypage ou s'ils en construisent pour le moment. Il y a les deux. Il y a différents stades. Il y en a qui sont encore à l'échelle de croquis, et d'autres qui sont vraiment au stade d'industrialisation. Donc typiquement un équipementier automobile qui est le groupe Savoie, qui produit des pièces pour des moteurs de voitures type Stellantis, Peugeot, Citroën, etc. Et qui lance un véhicule qui s'appelle La Bagnole. Donc ce qui est aussi intéressant, j'ai entendu parler de ce truc. C'est que eux, en fait, parce qu'il y a vraiment des véhicules intermédiaires qui ressemblent à quelque chose qu'on n'a jamais vu, et d'autres qui vont chercher les codes de l'automobile. Et eux, on joue là-dessus. Ils ont appelé ça La Bagnole. Donc c'est drôle. Ils ont même fait une sorte de boîte de jouets. Tu vois, on en revient aux notions de récit, de désirabilité, etc. Ils ont fait un véhicule qui ressemble plus à une 2 chevaux, une Méhari ou une Jeep. Tu vois, ils jouent là-dessus. C'est un véhicule qui fait que 350 kg, qui a 80 km d'autonomie, qui peut rouler à 50 ou 80 à l'heure. Bref, en tout cas, eux lancent déjà l'industrialisation. Ils ont déjà plein de précommandes. C'est des gens qui veulent ce véhicule-là pour aller travailler. D'autres, c'est des artisans, parce qu'il y a du chargement possible. Voilà, en tout cas, il y a une attente, et c'est ça qui donne beaucoup d'espoir. J'avais vu la version fourgon. J'avais vu la version fourgon. Et du coup, localement, est-ce qu'on en voit plus à côté de ces usines-là? Parce que du coup, je pense qu'une raison pour lesquelles ça se développe moins, c'est parce qu'on n'entend pas énormément parler. Mais du coup, est-ce que tu vois, dans les villages à côté de ces usines, en fait, ça se démocratise hyper vite et tout le monde l'utilise? C'est ça, en fait, c'est un peu normal. Hein. Il y a une asso qui s'appelle l'INVD, Innovation Véhicule Doux, qui est basée à Millau. Millau, c'est un territoire intéressant parce que tu as une ville qui fait 25 000 habitants, et ensuite tous les villages sont éloignés. Donc c'est vrai que le vélo, c'est quand même assez difficile pour plein de gens. Il faut être réaliste. Il y a plein de gens qui vont pas faire 20 km de vélo matin, plus 20 le soir, 40 allers-retours, avec 800 mètres de dénivelé positif sous la pluie, quoi. Donc, et eux, en fait, mettent à disposition... J'en ferai pas partie non plus, pour être franc. Pardon. J'en ferai pas partie non plus. Bah ouais, non, moi non plus. Clairement, dans le quotidien, je me déplace tous les jours à vélo, mais il y a une limite. Voilà, jusqu'à 10 km en musculaire, ça fonctionne. Après, c'est que ça devient difficile de l'intégrer dans son emploi du temps. Voilà, donc effectivement, eux expérimentent avec la mise à disposition de plein de véhicules intermédiaires différents.
Et donc, des citoyens testent dans leur quotidien. Et forcément, comme ils testent, le voisin le voit, qui teste à son tour, etc. Et donc là, ça se propage. Et donc, il y a une sorte de culture du véhicule intermédiaire dans ce territoire. Les médias en parlent aussi beaucoup. Il y a bien sûr des événements autour de ça, etc. Et donc, forcément, ça se développe beaucoup plus vite à certains endroits. Il y a aussi des territoires, il faut le dire, qui sont engagés dans ce changement. Il y a des territoires qui sont prêts aujourd'hui à déclasser une partie de leur route. Plus on roule vite sur une route en voiture, plus ça coûte cher en entretien. Ouais. Quand on est à vélo, on s'en rend compte. Sur National, c'est tout lisse. Sur une route à 30 à l'heure ou 40 à l'heure ou 50 à l'heure, il y a des trous de partout. Ouais. Donc voilà, l'idée de ces départements, c'est de déclasser une partie des routes pour créer une sorte de réseau secondaire où on roulera maximum à 50 km/h. Et donc là, d'un coup, ça permet de développer le véhicule intermédiaire qui roule moins vite. Et ça permet de développer le vélo, puisque effectivement, on est plus à l'aise sur une route à 50 qu'à 90. Ouais. Ça va. Ouais, toi, du coup, tu as vécu 3000 km, ça faisait 3 semaines, c'est ça, à peu près? C'était 2 mois et 4000 km. Quoi. 2 mois, 4000 km. C'est quoi ton expérience perso? Est-ce que tu as trouvé ça facile? Est-ce que tu as trouvé ça insoutenable? Après, tu l'as pas utilisé dans les conditions dans lesquelles on vient de discuter, qui sont les conditions quotidiennes, je dirais. Mais du coup, toi qui as tiré le truc jusqu'au bout et qui a essayé d'en extraire le maximum du jus, c'est quoi ton expérience? Le véhicule est extraordinaire. Franchement, il est vraiment extraordinaire. Il se prend facilement en main. Et il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tous les gens qui ont testé aussi. Il fait le job, clairement. Après, il y a eu des chouettes moments, clairement, parce qu'on a traversé la France. La France, il y a des endroits qui sont magnifiques. Il y a eu des belles rencontres. Après, ça a quand même été un projet très intense parce que au-delà de faire 4000 km, comme je le disais, je fais mon métier en étant à vélo, Ouais. là en l'occurrence en véhicule intermédiaire. Donc en fait, on était 2, chacun dans un véhicule intermédiaire. Et donc on a produit 17 épisodes, donc 17 fois 4 minutes de vidéos qui sont plus proches du documentaire presque, Ouais. parce que c'est quand même des sujets qui sont complexes. Ouais, il y a de l'interview, il y a des images, il y a du paysage, il y a du drone, il y a c'est ça. C'est scripté aussi parce que tu sais, tu racontes avec des plans très très spécifiques à chaque fois. Exactement. En fait, Ouais. comme c'est des sujets compliqués et qu'il y a vraiment 17 angles différents et que l'idée, c'était vraiment de cette série documentaire, c'était vraiment de documenter les promesses en jeu autour du véhicule intermédiaire. Il fallait vraiment bien écrire en amont. Et donc ça, forcément, ça a été un vrai challenge de produire, encore une fois, les gens qui sont dans ce milieu-là le savent, 17 reportages de 4 minutes À produire sur la route. à produire en live, puisqu'en fait, on les diffusait à J+2. L'idée étant que les gens s'emparent de cette aventure, puissent la suivre comme une série sur Netflix, en fait. Donc c'est drôle, d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent vraiment ça. Et donc voilà, et attendre l'épisode suivant, quoi, en fait. Et comme toi avec ton podcast. Et donc c'était ça l'idée, pour qu'un maximum de gens le découvrent et aussi un maximum de médias suivent le projet, parce qu'encore une fois, sur les projets, il y a 2 volets. Il y a les réseaux sociaux, effectivement, il y a la diffusion web. Il y a aussi toute la diffusion qu'il va y avoir à côté, c'est-à-dire les associations qui vont les diffuser. Ça peut être des actions de sensibilisation envers les élus aussi, parce qu'il y a tout un enjeu aussi à faire évoluer la réglementation et à faire en sorte qu'il y ait du soutien, notamment des aides à l'achat sur ces véhicules intermédiaires-là. Donc il y a tout ce travail-là de fait. Et encore une fois, des médias qui s'emparent du projet. Et ça a fonctionné. Encore là, mercredi, il y a le JT de 13h qui a fait un 4 minutes sur l'aventure et sur les véhicules intermédiaires. Waouh, trop stylé. Donc, voilà, c'est chouette. Et je peux pas croire qu'en 2 mois et 4000 km, il n'y ait pas eu de grosse galère. Moi, j'ai fait 6 jours à vélo pour faire Paris-Bretagne. Et à partir de 2 km, on a la première chaîne qui a cassé. Et après, on a eu, je sais plus, au moins 3 ou 4 crevaisons. On a eu des nuits sous la pluie battante avec notre tente qui s'envole. Enfin, c'est impossible, ça me paraît inimaginable qu'en 2 mois, il se passe pas des trucs. Tout ça, ouais. Alors là, il y a le côté aventure. Alors, on était en hébergement en dur, donc il n'y a pas eu de tente, de bivouac, etc. Sur ce projet-là, il y a des projets où je bivouac, mais pas là. Après, oui, il y a eu des galères, évidemment. C'est des prototypes. Il y a des choses à perfectionner, il y a eu de la mécanique à faire, mais qui seront améliorées sur les futurs modèles. Et puis il y a une galère qui a été au centre du projet, il faut le dire. Tu l'as très bien dit, c'est que c'est des véhicules qui sont faits pour faire des trajets du quotidien. Et donc pour faire ce projet qui durait quand même déjà 2 mois, 2 mois c'est long, 2 mois loin de ses proches, loin de ma chérie. Donc voilà, c'est quand même long, 2 mois. Donc c'était pas question d'en faire 3 ou 4, quoi. Donc à un moment donné, il faut quand même avancer. Et donc, on avait des étapes qui faisaient 100 à 150 km par jour,
Sauf que le véhicule avait 80 km d'autonomie, donc il faut le charger. Ou le pousser. Ou le pousser. Le pousser, il fallait éviter. Ça fait quand même 120 kg avec le matériel, mais en tout cas, voilà, il fallait le charger. Et donc, on avait 2 stratégies de recharge, soit des bornes, voilà, qui existent, le maillage des bornes se développe, soit chez l'habitant. Parce que c'est pas les mêmes bornes que pour les voitures classiques, on est d'accord? Alors en fait, alors ça c'est une découverte aussi, mais effectivement et j'espère que ça va évoluer parce qu'il y a des bornes en fait électriques qui sont que pour des voitures électriques, donc avec une prise spéciale, et il y a des bornes qui permettent les deux, donc qui ont anticipé le fait qu'il puisse y avoir des véhicules qui se chargent en 220. Heureusement, elles sont assez nombreuses, donc voilà. Après, on se branche assez facilement. Et après, encore une fois, c'est ce qui fait partie du voyage et c'est ce que tu vis aussi quand tu as une galère à vélo ou autre. C'est que les fois où les bornes étaient en panne ou qu'il n'y avait pas de borne parce qu'elle était prise, etc. En fait, en moins de 5 minutes, on trouvait quelqu'un qui nous ouvrait son jardin ou son garage et qui nous permettait de nous brancher. Et puis ça se finissait souvent même invité à déjeuner. Et c'est top parce que du coup, tu as du Wi-Fi, tu peux faire ton montage vidéo, tu peux avancer, tu es dans le salon de quelqu'un. Exactement, ouais. Ce qui est probablement mieux que par terre à la station essence. Ouais, à la station essence, du coup, non. Mais non, mais c'est sûr, les bornes, c'était pas spécialement reposant parce que c'est souvent sur un parking ou au bord d'une nationale. Donc c'est sûr que ça nous prenait beaucoup de temps sur notre journée et ça nous a pris beaucoup d'énergie. Mais je dirais que ce projet, je l'ai appelé à la rencontre des pionniers. Et en fait, tous les gens que je suis allé rencontrer, c'est des gens qui réinventent plein de choses, qui testent des choses. Et quand on teste des choses, on est confronté à des réalités qu'on n'avait pas imaginées ou qu'il faut simplement vivre pour pouvoir ensuite l'améliorer. Et finalement, ce qu'on a vécu, c'est ce que vivent les gens. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi la nouvelle aventure mobile. C'est ce que vivent tous ces gens-là qui sont des pionniers, qui inventent ces nouveaux véhicules et qui se lancent dans des paris énormes parce que on se rend pas compte, on voit un véhicule fini, mais en fait il faut tout réinventer de A à Z. Mais surtout, on a eu 100 ans de développement de la voiture. Alors évidemment, l'accélération des développements est majeure depuis 20 ans, mais on a quand même 100 ans d'histoire là-dessus, quoi. Complètement. Et puis aujourd'hui, l'industrie automobile a des moyens, il y a des ingénieurs, il y a comme dit tout l'historique. Là, on a des entrepreneurs qui font tout de A à Z tout seuls. Et l'autre difficulté, c'est le financement, évidemment. Tout projet doit avoir des ressources. Il faut savoir qu'en gros, ce qui a été estimé, c'est que pour arriver au stade du prototypage, il faut 300 000 euros déjà de ressources. Et pour arriver au stade de l'industrialisation, il faut 3 millions d'euros. Donc non seulement il faut développer son véhicule, il faut l'améliorer, il faut répondre aux normes, et ensuite il faut l'industrialiser, donc il faut trouver des financements. Voilà. Bon, alors quand est-ce que ce sera mainstream, le véhicule intermédiaire ? Alors ça peut être assez rapide en fait. Moi je compare ça beaucoup au vélo assistance électrique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des véhicules, on n'en prend pas trop l'usage, c'est encore peu connu. La nouvelle aventure mobile, j'espère, aura permis de le faire un peu plus connaître, mais il y a plein de médias quand même qui s'emparent du sujet, donc voilà, ça commence quand même à être de plus en plus vu. Et il faut que les gens comprennent l'usage. Et une fois que les gens ont compris l'usage, ça peut aller très vite. Après, je mets quand même deux freins, deux risques au développement des véhicules intermédiaires qu'il va falloir lever. Le premier, c'est la perception de la sécurité. Parce que effectivement, on roule à 45, comment on fait sur une route à 90 ? Moi, je trouve que ça s'est très bien passé, globalement. Alors, il y a toujours des chauffards, évidemment, on ne les enlève pas. Mais en tout cas, je ne me suis pas senti en insécurité parce qu'on est visible sur la route et que l'automobiliste doit ralentir et nous dépasser. En fait, il ne peut pas nous dépasser, on prend quand même d'espace sur la route. Donc globalement, il y a quand même je trouve que ça se passe bien. Mais les gens, clairement, ah oui, mais par contre, comment on fait quand on doit prendre une nationale ? Donc ça, c'est clairement un enjeu, la sécurité. Donc il va falloir faire de la pédagogie, il va falloir adapter les vitesses, il va falloir informer sur les routes où il y a du véhicule intermédiaire que ces véhicules circulent là. Il va falloir, pourquoi pas, encore une fois, utiliser l'existant pour créer un réseau secondaire en déclassant certaines routes. C'est une piste aussi, ça peut être pratiqué dans plein d'endroits. Mais il faut travailler là-dessus, clairement. Et le deuxième frein, c'est le coût à l'achat. Parce que même si ces véhicules sont très peu coûteux à l'usage, à la consommation et à la réparation, il faut quand même les acheter au départ. Et comme pour l'instant, c'est des véhicules qui sont prototypaires, forcément, il faut les industrialiser. Pour l'instant, ils sont assez coûteux. Et donc l'enjeu là, pour l'instant, comme c'est des quadricycles, c'est qu'ils bénéficient seulement des aides du vélo assistance électrique. Donc c'est un paradoxe, parce qu'il y a des véhicules intermédiaires qui ressemblent à des voitures mais qui en sont pas. C'est des quadricycles lourds, mais en fait ils font moins de 600 kg avec des batteries qui sont 4 fois plus petites qu'une Renault Zoé par exemple, qui sont produits en France
avec tout un système de recyclage des matériaux, etc., mais qui bénéficie que de 900 € d'aide. Ouais. Là où une grosse voiture électrique qui fait une tonne 5, qui a une batterie 4 fois ou 6 fois plus grosse, va bénéficier jusqu'à 5 ou 7 000 € d'aide. Donc l'enjeu, il est là, c'est de faire en sorte que ces véhicules demain bénéficient des aides à l'achat. Et l'ADEME y travaille, et ça c'est très intéressant, grâce à un score environnemental qui va conditionner le montant d'aide en fonction de l'impact environnemental du véhicule. Plutôt que le prix à l'achat, ouais. Voilà. Et donc forcément, plus le véhicule sera produit en France, plus il sera éco-conçu, plus il sera durable, plus il sera léger, plus il sera produit avec des matériaux biosourcés, etc. Et plus il sera soutenu. Et là, forcément, on oriente à la fois le marché et le consommateur. On oriente aussi l'industriel qui va se dire, il faut aller vers ça pour que les gens bénéficient de l'aide et puissent l'acquérir, quoi. En fait. Est-ce que tu penses qu'on a des chances que un gros constructeur automobile s'empare de ce projet à un moment? Alors, il y a Citroën qui a lancé la Citroën Ami, Bien sûr. qui est presque une voiturette plutôt qu'un véhicule intermédiaire. Mais est-ce que du coup, on pourrait voir un Stellantis qui décide de fabriquer à très grande échelle et du coup réduire immédiatement les coûts de production, les acquis sur ces développements-là, et qui permettrait de réduire le coût d'accès? Alors complètement. Alors la Citroën Ami, effectivement, c'est un exemple de véhicule intermédiaire. Sauf que aujourd'hui, c'est pas défini dans le cahier des charges de l'ADEME de l'extrême défi parce que l'Ami est produite au Maroc. Voilà. Donc forcément, si elle était produite en France, elle serait plus chère. Elle serait aussi beaucoup plus vertueuse. Mais du coup, la définition du véhicule intermédiaire, en tout cas qu'on a défendu dans la nouvelle aventure mobile, c'est du véhicule intermédiaire produit en France et qui crée de l'emploi en France. Ouais. Mais effectivement, un constructeur demain automobile peut s'emparer du sujet, peut inventer un véhicule intermédiaire, il n'y a pas de sujet là-dessus, l'Ami en est un exemple, mais en revanche, il faut juste espérer que ce ne soit pas produit comme le sont nos voitures aujourd'hui, avec une balance commerciale qui est toujours plus négative. Il faut savoir qu'on oppose souvent écologie et emploi, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on importe plus que ce qu'on exporte. Que la balance commerciale de l'automobile est encore plus creusée par le fait que le véhicule électrique se développe, sauf que les voitures électriques les plus vendues sont fabriquées en Chine. Par exemple, la Dacia Spring et la Tesla Y. Bref, et donc il faut juste espérer qu'on trouve les mécanismes pour qu'on produise en France avec des pièces qui viennent de France et qui créent de l'emploi en France. Si toi qui as passé, là pour conclure, mais toi qui as passé du coup 2 mois sur ce sujet-là, tu as l'impression que ça pourrait être pour quand? Tu dis ça peut être très rapide, mais... C'est quoi? C'est vrai que l'adoption du vélo électrique, je me souviens, mon père en avait acheté un à ma mère il y a une quinzaine d'années pour son anniversaire, pour qu'elle puisse aller au travail à vélo. Excellent. Et personne n'utilisait le vélo électrique et on découvrait le truc et c'était fou, mais les gens nous disaient ça sert à rien. Et maintenant c'est... Bien sûr. Ta maman est une pionnière, clairement. Il y a 15 ans, je pense, ouais. Clairement. Et du coup, est-ce que du coup c'est possible d'avoir une sorte de point de bascule là d'ici en 2024 ou en 2025 qui fait que d'un coup ça devient acceptable et super rapide de se développer? 2024-2025 c'est encore tôt parce que on n'est même pas prêt à tous les produire. On arrive à peine dans une phase d'industrialisation, mais on peut se projeter positivement si ces freins sont levés. En tout cas, s'il y a vraiment une orientation qui est donnée aussi claire par les pouvoirs publics, par l'État et du soutien pour que les gens puissent acquérir ces véhicules-là. Je pense que d'ici 2030, on peut avoir plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers, peut-être voire même centaines de milliers de voitures thermiques remplacées par des véhicules intermédiaires. Waouh, écoute, c'est une très bonne conclusion pour cet épisode. Merci beaucoup d'être passé, Jérôme. Je t'en prie. En plus, je vais te libérer parce que tu te lèves tôt demain pour lancer ton démarrage de mai à vélo et tes fameux reportages. Merci à vous aussi. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes mon auditeur préféré. N'hésitez pas à mettre une note et des étoiles sur votre appli de podcast. Ça nous aide énormément à progresser. Vraiment, c'est pas une blague. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en attendant, moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, Jérôme. Salut. Salut.